Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Une pétition pour changer le rythme scolaire qui cartonne sur TikTok. Au-delà du buzz, cela interroge forcément sur la question des horaires à l'école. On en parle avec celui qui est à l'origine de tout cela dans la première partie de notre émission. Les maisons des adolescents, un maillon essentiel sur le territoire pour l'accompagnement santé des jeunes et des familles à l'opération Parler Jeunesse en partenariat avec la Fondation des Hôpitaux a lieu demain. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique, Emma Ferré nous emmène en Afrique du Sud où une loi divise les acteurs de l'éducation ainsi que la population. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec le très attendu discours de politique générale de Michel Barnier. Un discours qui commence par un hommage de la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, à Philippine, l'étudiante assassinée. Une minute de silence observée dans l'hémicycle. Un message fort, alors que le drame a lui aussi agité la classe politique. Michel Barnier a ensuite pris la parole dans une atmosphère chahutée par les députés LFI qui ont agité leurs cartes d'électeurs avant de se les voir confisquées par des huissiers. Et le Premier ministre, lui, de poursuivre sur les comptes publics et l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de la France. 3 228 milliards d'euros, une ligne de crête sur laquelle il est conscient de marcher. Nous devons faire beaucoup. Et si nous n'arrivons pas à faire beaucoup dans tous les domaines, nous devons faire bien pour répondre aux attentes des Français et des Français. Et nous devons faire avec peu, dans une économie de moyens et de ressources. J'y reviendrai. Et évidemment, la question des dépenses publiques aussi. Nous sommes champions des dépenses publiques, mais pour quel résultat ? Est-il normal que le coût de l'éducation d'un élève français soit supérieur à celui de nos voisins, alors que nos professeurs sont souvent moins bien payés ? Une déclaration axée évidemment sur le budget dans un premier temps, mais aussi sur l'écologie. Ne pas sacrifier l'avenir au présent. Michel Barnier cite Pierre Mendès France concernant la crise environnementale et pour ne pas sacrifier nos enfants. Il est aussi revenu sur ce qu'il appelle ses lignes rouges. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard s'il vous plaît. des violences faites aux femmes. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme. Au sujet de l'école, le Premier ministre a rappelé qu'elle était l'une de ses priorités. J'ai confiance en la qualité et l'engagement des personnels de l'éducation. Ils doivent être partout protégés et respectés et ont moins besoin de grandes réformes que du bon fonctionnement de leurs établissements. Michel Barnier propose également que des professeurs retraités volontaires viennent aider leurs plus jeunes collègues pour contrer le manque d'enseignement. Un discours guetté forcément par les syndicats de l'éducation en ce jour de grève suite à la nomination d'Anne Genetet, rue de Grenelle. Abrogation de la réforme des retraites, augmentation des salaires, à l'appel de la CGT, Solidaire FSU et des organisations de jeunesse. Des rassemblements ont eu lieu dans 179 points de rencontre, sans grande perturbation sur les écoles ou les transports, annonce Sudrail. Mais des syndicats toujours vent debout depuis 2 semaines. Ils ont appelé à un choc des moyens, formule désormais détournée du fameux choc des savoirs. Le SNES FSU a présenté le menu, littéralement. Carpaccio de salaire, sauce piquante à la fin du mois. Classe surchargée à l'étouffée, sauce expérimentale à la marseillaise, tranche de pouvoir d'achat perdue, coupe de points d'indice glacé, nos syndicats ont du talent. Waouh. Nous vous en parlions hier, cet assistant familial mis en examen pour viol sur une enfant de 4 ans. Un nouvel épisode tragique des manquements de la protection de l'enfance, car c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Dans cette affaire, l'homme d'une trentaine d'années a été mis en examen pour viol sur mineur avec acte de barbarie et de torture. Une situation insupportable pour Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant qui s'interroge sur l'impunité des responsables.
Moi, ce qui me choque, et c'est un peu ce qui me choque dans toutes les affaires, c'est que malheureusement, trop souvent, il manque systématiquement quelqu'un sur le banc des accusés. Ce sont les départements, ce sont eux les responsables de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance. Les départements, l'État. Ben non, parce qu'en fait, la protection de l'enfance n'est pas une compétence de l'État. Donc les départements. Et donc, les présidents de département, dans la loi, sont positionnés comme chefs de file en matière de protection de l'enfance et ils ont donc une responsabilité civile et pénale individuelle. S'il se produit quelque chose sur des enfants placés dans un département, le président de département peut être poursuivi et doit même être poursuivi. Yes Loufoque au micro de RTL Soir. Protéger ses enfants, ça passe aussi par le choix des jouets. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alerte sur les lumières bleues. Et oui, veilleuse, sabre laser, enceinte lumineuse ou figurine brillante, des jouets qu'on retrouve dans beaucoup de chambres d'enfants et auxquels on n'associe pas forcément ces fameuses lumières bleues qu'on connaît plus pour les ordinateurs ou les téléphones. Et pourtant, ces LED peuvent présenter différents aspects toxiques, qui rapportent nos confrères du journal Le Parisien. En effet, le cristallin des enfants ne filtre pas totalement la lumière bleue. Une exposition répétée peut provoquer des dommages à la rétine, sans compter évidemment des perturbations du sommeil et du rythme biologique. Alors pas besoin de tout mettre à la poubelle, mais il faut au moins limiter l'exposition des petits et surtout éviter de les exposer au moins 2 heures avant le coucher. Et on termine ce journal avec une initiative mise en place par 2 étudiants, Emma. Et oui, est-ce que vous avez des allergies, Virginie? Oui, notamment alimentaires. Eh bien, dans ces cas, alors on est 2, vous serez peut-être ravis parfois de pouvoir scanner vos aliments via l'application Allergenius, plutôt que de devoir plisser les yeux sur la petite étiquette des composants. Alors cette idée, elle vient de 2 jeunes créateurs, Antoine Barberin, étudiant à Toulouse, et Lazare Bonifay, étudiant à la Sorbonne. L'idée, elle est venue à l'un d'eux après avoir constaté l'isolement social dont est victime sa sœur depuis qu'elle a déclaré plusieurs allergies. Alors une initiative pour simplifier le quotidien via un simple scan donc, et ça marche aussi pour les cosmétiques et autres produits, ce n'est pas uniquement alimentaire. Elle est gratuite et elle pourra sans doute trouver sa place dans les smartphones des 3 millions de Français souffrant d'allergies. Et moi, je vais peut-être même m'y mettre. Merci beaucoup, Emma. Plus de 286 000 signatures pour changer les horaires de cours. C'est le fait de Sensei Demo, un TikToker qui a interpellé ses followers sur la question des rythmes scolaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'opinion est partagée. En quoi consiste son projet et pourquoi interroge-t-il notre modèle français? On en parle tout de suite avec lui. Sensei Demo, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous avez lancé une pétition qui est là d'ailleurs. Tenez, regardez, on va faire simple. Elle est juste là, la fin des 8h, 18h, une pétition qui cartonne sur les réseaux, évidemment au sujet des rythmes scolaires, un sujet qui revient depuis très très longtemps, beaucoup dans l'éducation, beaucoup au sein des familles. Mais là, on en a combien de signataires aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a 8000 personnes qui ont signé, seulement aujourd'hui, mais en tout, on est à 286 000 signatures. D'accord, donc demain, j'imagine un carton plein après la vision de cette émission. On espère les 300 000 signatures. Exactement. Qu'est-ce qui a déclenché cette pétition? Est-ce que c'était un ras-le-bol général? C'était quoi? Alors en fait, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lancé cette pétition parce que, étant moi-même impacté par rapport à ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, je faisais du 8h, 18h, parce que j'avais du latin en option. Et à cause de cette option-là, j'ai dû arrêter le sport, donc le foot que je faisais, et ça m'avait énormément peiné. Et au lycée, j'ai énormément séché mes cours d'espagnol et d'histoire. Donc si ma prof d'espagnol me regarde, je suis vraiment désolé. Mais c'est parce qu'en fait, on finissait à 18h et ces cours étaient de 16h jusqu'à 18h. Donc c'est soit je dormais en classe, soit je séchais exactement les cours. Oui, en fait, vous n'étiez pas le seul à ressentir effectivement cette fatigue de fin de journée terrible où tout d'un coup, il y a des matières où, de toute façon, toutes les matières sont essentielles, mais où il faut tenir le coup et effectivement, on ne s'est pas assez dépensé. En fait, le problème, c'est que, voilà, on était tous fatigués, même mes collègues de classe étaient KO. On en parlait au sein même de notre lycée, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas la visibilité que j'ai actuellement. Ça veut dire qu'on en parlait, on nous disait c'est normal, c'est la vie de chaque étudiant, de chaque élève. Tu t'y feras et c'est comme ça la vie d'adulte. Les professeurs à qui vous en parliez à l'époque, aucun ne vous disait effectivement c'est compliqué, les rythmes scolaires, c'est une vraie question qu'on se pose tout le temps, on y réfléchit, mais il faut combiner. Enfin, certains avaient quand même cette réaction où il y avait un espèce de refus total de voir la problématique.
Alors, concernant mes anciens professeurs, c'est un peu compliqué parce qu'au lycée, comme voilà, j'étais vraiment énormément absent, j'avais pas j'avais pas une très bonne relation avec mes professeurs, ce qui est un petit peu dommage. Et je le regrette maintenant, en étant un peu plus âgé, parce que je sais que pour eux, c'était compliqué aussi. Leurs horaires en tant que professeurs sont compliqués. Mais si j'avais parlé avec eux, je pense qu'ils nous auraient compris. Parce qu'eux aussi, on les voyait, ils étaient vraiment KO. Oui, c'est ça ce que vous ramenez effectivement dans toutes vos vidéos. On va en voir une dans quelques instants. Hein, mais c'est que, en fait, ce n'est pas que les étudiants dont vous parlez, c'est aussi les professeurs finalement, la famille, c'est tout le monde qui est impacté. C'est la société en fait en elle-même qui est impactée. Exactement. Et donc, en fait, quand vous parliez du latin, à l'époque, si vous n'aviez pas pris cette option latin, déjà, est-ce que vous avez regretté de l'apprendre? C'était votre choix déjà de prendre le latin ou pas? Alors non, c'était pas mon choix. C'était le choix de ma mère qui voulait que je fasse comme ma grande sœur qui avait fait du latin. Au final, le latin, je suis content d'avoir pris du latin. Pourquoi? Parce que maintenant, ça me donne des arguments quand je parle de mes activités ludiques que j'aimerais mettre en place l'après-midi. Parce que le latin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dans un petit groupe, on était 5, et que la professeure pouvait nous transmettre un savoir de façon individuelle. Et jusqu'à présent, même si maintenant je suis ingénieur mécanique, donc ça n'a rien à voir avec le latin, je me souviens des déclinaisons qu'on a apprises au collège en 5e. Et ça vous a aidé en orthographe, comme souvent quand on fait quand on apprend cette matière-là. Vous avez proposé de mettre les cours les plus exigeants le matin, notamment pour une question de concentration, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, le cerveau surtout des adolescents, est beaucoup plus attentif le matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même moi, je propose du 8h-13h, et ce serait peut-être même mieux de faire du 9h-14h, parce qu'il faut savoir que les cycles de sommeil des adolescents ne sont pas les mêmes que nous, les adultes. Et avoir les cours le matin permettrait d'avoir une meilleure concentration, permettrait aux professeurs d'être aussi, plus efficaces. Et l'après-midi, justement, les activités ludiques qui permettraient de décompresser. Et je pense qu'en faisant un système comme ça, les élèves seraient plus heureux d'aller à l'école. On va regarder justement une de vos vidéos. Monsieur le Président, je vais vous montrer qu'on peut finir tous les jours à 13h sans enlever aucune matière. Là, j'ai l'emploi du temps de ma petite sœur qui est en 3e, qui finissait tous les jours à 17h. Là, c'est son emploi du temps si on faisait l'école comme moi je l'ai pensé et comme tous les élèves de France le voudraient. En regardant cet emploi du temps-là, vous vous dites pas que c'est meilleur? Tu finis tous les jours à midi, sauf un jour, tu finis à 13h. J'ai mis techno parce qu'il y a des frérots, ils aiment trop la techno, donc je l'ai mis pour eux. Mais sinon, tu finis tous les jours à midi. Et l'après-midi, tu fais des cours ludiques, du sport, de la musique, de l'art plastique. C'est possible, j'ai supprimé aucune matière. Toutes les matières importantes sont là. C'est possible. Pourquoi on ne le fait pas alors? Je suis sûr à 100% que si on faisait ça, notre niveau il va monter tout en haut. Parce que là, on va être content d'aller à l'école. Tu vas aller à l'école le matin. En plus, le matin, le cerveau il est bien réveillé. L'après-midi, on a envie de dormir. On est KO. On a à manger. On a un coup de barre. Alors que là, l'après-midi, pour ceux qui veulent, ils rentrent chez eux. Ceux qui veulent pas, ils font des activités. Dans ces activités ludiques, tu peux faire de l'aide aux devoirs, du théâtre, de la musique, de l'espagnol, de la LV2 donc, et aussi du sport. Tout est bon. Je vois pas pourquoi on met pas ça en place. Je ne demande même pas de révolutionner l'école. Juste tu fais ça, tout le monde est OK. Tout le monde y gagne. Donc Monsieur le Président, j'attends votre appel encore pour que je sois ministre de l'Éducation. Ça commence à faire long. L'appel à Monsieur le Président. Est-ce que oui, il a reçu votre vidéo? Est-ce que vous avez eu un message? Alors, du président, non. Oui. Mais de la ministre de l'Éducation, j'ai reçu un message. Ah, quand même. Donc, Anne Gente, qui vient d'être nommée, Exactement. vous avez reçu un message. Ça veut dire qu'elle est réactive quand même. Oui, elle est quand Alors, même... quel message? Alors, elle a fait une vidéo sur TikTok, justement, donc sur ma plateforme. Oui. Et elle m'a proposé un rendez-vous au sein au ministère, que je vais accepter, bien sûr. Parce qu'on a fait toute cette démarche-là, c'est pour justement pouvoir parler avec la ministre de l'Éducation ou le président, en l'occurrence. Et oui, cette vidéo a fait beaucoup parler, et la pétition aussi. Eh bien oui, alors forcément, je vais rebondir dessus, parce que quand vous parlez des activités ludiques, c'est là où vous pouvez peut-être fâcher quelques-uns, parce que c'est peut-être le terme activité ludique, quand vous parlez art plastique, musique ou espagnol. Activité ludique, non, enfin c'est un enseignement comme les autres. Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'impression, après c'est que mon avis, Oui. que quand on dit ludique, on a l'impression que c'est de l'amusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'amuser n'est pas gage de mauvaise qualité. Quand on s'amuse, la plupart des jeunes que je rencontre dans les lycées ou dans les collèges me disent qu'ils ont appris l'anglais en s'amusant, en regardant des séries, en jouant à des jeux vidéo. Et en fait, le fait de s'amuser va nous faire apprendre beaucoup plus facilement. Si on apprend les langues, c'est en s'amusant, je trouve, et pas en faisant du par cœur. Là, on essaye toujours de mettre
une méthodologie avec le par cœur, alors que pour moi, ça devrait être du dialogue, de l'amusement. Et pour la musique, c'est pareil. Quand on fait du foot, on dit jouer au foot. Pourtant, c'est vraiment un métier qui est très difficile. Mais on dit jouer au foot. Donc c'est de l'amusement, enfin, c'est ludique en soi. En fait, ce que vous voulez remettre en question, c'est peut-être la pédagogie de l'école, davantage que les matières. Quand vous parlez de l'activité ludique, c'est plus de se dire que l'après-midi, ce que l'on va travailler, on le travaillera de manière plus ludique que le matin. Exactement, c'est exactement ça. Je vais vous aider pour la ministre. Repenser ces horaires au quotidien, effectivement, il faut les repenser peut-être sur le plan annuel. C'est la question qu'on se pose toujours. Raccourcir ou pas les vacances scolaires? Alors, pour moi, c'est pas obligatoire de raccourcir les vacances scolaires si les activités ludiques l'après-midi, comme je l'entends, sont non obligatoires. Mais si on veut mettre toutes les matières qu'on a actuellement, eh ben on sera obligé de raccourcir les vacances. Ah oui, parce que alors votre plan, donc c'est du coup de peut-être, pourquoi pas, éliminer cette matière, si je comprends bien. C'est exactement parce que forcément, tout le monde se dit, cet emploi du temps-là, il est magique, mais il manque quand même quelques heures d'enseignement. Alors, c'est la problématique. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines matières qui sont inutiles à l'école? Alors, inutiles, je ne dirais pas ça. Je dirais que des matières qui sont pertinentes pour certains élèves, mais pas pour tout le monde. Je vais prendre l'exemple justement de la musique ou de l'art. La musique, c'est super important, mais je pense que la musique devrait être, comme le latin, une option, une activité ludique non obligatoire. Pourquoi? Parce que je me dis qu'en musique, quand on est devant 30 élèves, donc 30 personnalités, et qu'on doit leur apprendre l'univers de la musique, mais il y en a 20 qui ne sont pas intéressés. C'est compliqué pour le professeur. Vous pensez qu'ils sont plus intéressés par le latin ou par l'histoire que par la musique? Je pense pas, justement. Au latin, justement, on était 5, parce qu'on n'était que 5 à être relativement intéressés. En musique, je pense qu'il pourrait y avoir des classes de 10 élèves, et parmi ces 10 élèves, ils seraient tous intéressés par la musique, et même le professeur, ce serait beaucoup plus gratifiant pour lui de transmettre son savoir de la musique à 10 élèves intéressés, plutôt qu'à 30 élèves qui ne sont pas réellement intéressés. Les cours fondamentaux, les savoirs fondamentaux, ce qu'on appelle les maths, le français, l'histoire, est-ce que vous les mettez à la même hauteur que les arts, que peu importe quel art, d'accord, la musique, la peinture, etc., et le sport? Alors, la même hauteur, je ne sais pas. En fait, je pense que même les matières principales entre elles n'ont même pas la même hauteur, je pense. Je pense que les sciences et le français sont les matières les plus importantes. Je ne dis pas que l'histoire est moins importante, mais je pense que les sciences et le français nous feront avoir des meilleurs débouchés. Ce qui veut dire que, est-ce que c'est aussi important? Je ne sais pas. J'aurais pas une réponse claire à vous dire, mais je pense que ça peut être important pour certains, mais pas pour d'autres. En tout cas, vous êtes prêt à vous entourer effectivement d'experts sur ce sujet et de reposer la question des rythmes scolaires qui, selon vous, ne sont pas adaptés pour les jeunes. Si on reprend ces problèmes de rythme scolaire, évidemment, la question du sport se pose beaucoup. On en a beaucoup parlé ici. D'ailleurs, il y a une proposition de 30 minutes d'éducation physique et sportive par jour à l'école. On espère qu'elle soit effective, qu'elle soit faite. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait beaucoup plus aussi et que c'est un moyen aussi de mieux performer pour les classes? Alors moi, je pense que le sport, moi, je le compterais comme une activité ludique. Mais dans ces activités ludiques, je pense que le sport, comme on le fait actuellement, je ne sais pas si c'est pertinent. Moi, j'aimerais qu'on fasse un peu comme le système aux États-Unis, un système où ils choisissent dès l'entrée le sport qu'ils voudraient faire. Ça veut dire que si des élèves veulent faire du foot, ils pourraient faire du foot. S'ils veulent faire du basket, ils pourraient faire du basket. S'ils veulent faire du badminton, ils pourraient faire du badminton. En fait, quand j'entends ludique, c'est vraiment faire en sorte que l'enfant soit épanoui. Mais peut-être que c'est aussi une façon de faire découvrir. La France est forte pour ça, c'est de faire découvrir plusieurs activités qu'on ne connaissait pas. Et tout d'un coup, on se rend compte que on va adorer le basket alors qu'on était plutôt prédestiné au tennis parce que nos parents faisaient du tennis. Et justement, on pourrait découvrir ces sports différents en faisant des petits modules qui dureraient peut-être de 3 semaines, 1 mois, comme aux États-Unis justement, pour savoir ce qui nous intéresse le plus. Bon, je reviens sur ma question quand même des vacances scolaires, parce qu'on a en gros 2 mois et demi de vacances scolaires, ce qui est absolument énorme, et ce qui est assez pénible pour les familles qui doivent quand même occuper aussi les jeunes. Il y a la problématique forcément de repenser ces rythmes scolaires, c'est de se dire qu'est-ce que vont faire ces jeunes s'ils ne vont pas à l'école l'après-midi, puisque vous parliez de options et non pas de cours obligatoires. Donc tout ça, c'est à la fois l'inquiétude sur qu'est-ce que vont faire ces jeunes et puis surtout qui est-ce qui va financer ces activités. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Alors par rapport aux activités ludiques, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aimerais qu'il y ait au moins 2 activités ludiques obligatoires. Et pour les parents qui travaillent, comme dans les autres pays, j'aime bien prendre l'exemple de l'Allemagne. Oui. En Allemagne, ils finissent les cours à 14h. Pour les parents
qui travaillent un peu plus, ils laissent leurs enfants dans les activités ludiques. Les activités ludiques ne seraient pas payantes. Ce seraient des activités ludiques qui seraient gratuites comme actuellement en fait. Et par rapport aux vacances, c'est vrai qu'on a 2 mois et demi de vacances, ou 2 mois, je ne sais plus réellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, ils ont 3 mois de vacances. Ils n'ont pas les 2 semaines de vacances comme nous on a. Mais ça se passe relativement bien. Ça veut dire que, est-ce qu'on n'a pas plus peur de l'inconnu? Est-ce que c'est pas ce sentiment-là qui nous fait avoir certaines questions? Est-ce que c'est pas justement la peur de l'inconnu qui nous fait dire c'est peut-être compliqué pour les plus jeunes et les parents? La remise en question, toujours. Il y a aussi le sujet de la semaine de 4 jours. Parce que dans les grandes villes, notamment à Paris où nous sommes là, on vous en parle, mais c'est le cas, il y a 4 jours de cours dans la plupart des établissements. Mais dans plein d'autres établissements, dans toute la France, c'est une semaine de 4 jours et demi. Alors la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faudrait revenir à une semaine de 4 jours et demi? Et donc justement répartir les heures de cours. Après, le problème des 4 jours et demi, ça reste le même problème qu'avoir cours que le matin. C'est-à-dire que pour les parents qui travaillent, ça voudrait dire qu'ils laissent leurs enfants pendant un jour tout seuls. Je ne sais pas si c'est pertinent. C'est pour ça que moi, je pense réellement que le mieux, ce serait d'avoir cours tous les jours, du lundi au vendredi, et l'après-midi, soit ils font des activités ludiques, soit ils finissent l'école. Alors, c'est pas un sujet nouveau, hein, les horaires de cours, évidemment, hein, on en a parlé plusieurs fois, les rythmes scolaires, c'est toujours compliqué. Beaucoup y repensent, beaucoup prônent donc, le raccourcissement des vacances scolaires, notamment les vacances, par exemple, de la Toussaint ou de Pâques, qui sont trop longues, qui sont souvent d'une semaine dans la plupart des pays. Elles sont évidemment très longues ici. C'est un sujet qui revient. On voit bien les réactions sur TikTok, elles sont absolument géniales de tous vos étudiants, où tous remettent en question ça, cette idée de vouloir y arriver, mais de se dire on est HS en fait. C'est même plus qu'on n'a plus envie, c'est ils prennent le terme dégoûté voilà, de cette situation. Pourquoi vous avez l'impression, enfin je vous pose cette question, pourquoi on ne se saisit pas finalement davantage de cette question? Pourquoi, à votre avis, les professeurs ne militent pas aussi pour ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les professeurs ils ont un contrat où ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent. C'est relativement compliqué. Et aussi, je pense que par rapport au raccourcissement des vacances, je sais qu'il y a énormément de jeunes qui ne veulent pas qu'on touche à leurs vacances. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir cours que le matin et avoir autant de vacances. Ça veut dire qu'il va bien falloir faire des sacrifices. Et je pense que toucher aux vacances, faire qu'une semaine de vacances, c'est un sacrifice qui est largement nécessaire pour avoir cours que le matin. Le sujet de l'éducation vous intéresse depuis longtemps. Hein. J'ai regardé quand même, j'ai scrollé un peu et tout vos vidéos. Vous parlez évidemment Parcoursup, vous parlez des grandes réformes qui ont eu lieu dans l'éducation. Là, la rentrée 2024, évidemment, vous étiez interpellé, notamment pour les absences ou retards non justifiés, avec une amende possible de 135 €. Réaction? Alors, pour cette amende de 135 €, qu'il faut savoir, c'est que ça ne date pas d'hier. Maintenant, c'est un peu compliqué, je pense, à mettre en place. Elle existe, c'est une loi qui existe vraiment, mais elle n'est pas tout le temps appliquée parce que voilà, il y a des familles qui vont revenir un peu plus tard pendant le jour de la rentrée. Et je trouve que c'est quand même énorme, 135 € d'amende pour un retard pour le premier jour. Maintenant, c'est une façon de pénaliser les parents surtout parce que c'est les parents qui vont payer les 135 €. Aussi, ça veut dire que c'est peut-être pour montrer aux parents que voilà, l'école est obligatoire, donc il ne faut pas sous-estimer cette obligation. Maintenant, est-ce que punir un parent par rapport à ça, des fois, il se peut qu'il rate le bus ou son train? Je trouve que c'est un peu dur. Sensei des mots. Alors, 286 000 aujourd'hui, ce soir. Ça veut dire quelques milliers en plus demain. Et ça va continuer. À la fin des 8h-18h, signe la pétition. On est d'accord, juste pour clore le débat, pour tous ceux qui seraient un peu old school et qui diraient, oui, c'est ça, ils ne veulent pas bosser. Non, c'est pas ça le sujet, on est d'accord? Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pétition-là, en fait, il faut arrêter de penser que c'est juste parce qu'on ne veut pas bosser. C'est pas qu'on ne veut pas bosser, c'est qu'on veut être beaucoup plus productif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être plus productif, comme on le disait au début de cet échange, travailler le matin est bien plus propice qu'avoir des cours de maths de 16h jusqu'à 18h. Pour le professeur comme pour l'élève, c'est impossible. J'ai eu moi-même des cours de 17h jusqu'à 18h de maths, des fois des DS de 2-3 heures. Mon cerveau, il ne suivait plus. Je connaissais la leçon, mais mon cerveau ne suivait plus.
Et donc j'avais des mauvaises notes. C'était pas que pour ça, bien sûr, mais ça jouait énormément. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT Sensei Demo. On vous souhaite évidemment un très bon échange avec Anne Gentek, que vous allez rencontrer bientôt. S'il vous plaît, donnez-moi les suites. Hein. Racontez-moi comment ça s'est passé. Il n'y a pas de souci. Et puis si je peux juste dire un dernier mot. Bien sûr. N'hésitez pas à signer la pétition. La pétition, le lien, il est sur mon profil TikTok. Ou sinon, vous allez directement sur change.org. Donc c'est l'application qui nous permet de faire cette pétition. Et les gars, c'est tout à fait gratuit. C'est totalement gratuit. C'est la seule façon de faire entendre nos voix. Merci beaucoup, Sensei Demo. Merci. On marque une courte pause dans le Grand JT. On se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marion Sinali. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marion. Vous êtes directrice générale de la Fondation des Hôpitaux. Le 2 octobre, c'est-à-dire demain, la Fondation des Hôpitaux, en partenariat avec l'Association nationale des maisons des adolescents, organise des journées portes ouvertes exceptionnelles. C'est la première fois dans le cadre d'une opération qui va s'appeler Parler Jeunesse. Alors justement, on va parler de ces associations et surtout de ces portes ouvertes. Quel est le but ? L'objectif, en fait, c'est de mettre en valeur ces maisons des ados qui existent sur l'ensemble du territoire. Il y en a 126 sur tout le territoire français et en Outre-mer. Il y en a une par département et on ne les connaît pas assez, alors qu'en fait, ce sont vraiment des dispositifs très présents et très importants pour les jeunes. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les mettre en lumière, pouvoir les valoriser et expliquer aux jeunes qu'elles sont là pour elles. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ces fameux MDA, Maison des ados ? C'est à la fois, on va parler, puisque on comprend bien, vous êtes directrice générale de la Fondation des Hôpitaux, donc on va parler évidemment santé, sensibilisation, prévoyance aussi. C'est ça, alors c'est de la prévention en santé pour les jeunes. Demain, en fait, comme ce sont des journées portes ouvertes, l'idée c'est de donner à voir ce qu'on y fait. Donc il peut y avoir des ateliers, il va y avoir des conférences sur des thématiques, des visites tout simplement. Vraiment là, les maisons des ados qui sont, qui sont décidées à participer à cette journée portes ouvertes ont eu carte blanche pour pouvoir s'organiser comme elles veulent. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment de montrer ce qu'elles font au quotidien. Et ces maisons des ados, en fait, elles existent depuis à peu près 20 ans. Elles se sont constituées au fur et à mesure. Comme je disais, maintenant, on en a sur l'ensemble du territoire, une par département. Et donc, elles accueillent, elles informent des jeunes qui vont bien ou plus ou moins bien, parfois très mal. Elles accueillent également les parents. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui s'occupent d'eux, qui sont expertes sur la santé des ados. Et donc, les enfants qui ont de 11 à 25 ans peuvent pousser la porte et auront une réponse sur des problématiques qui les concernent. Ça peut être la santé mentale, leur mal-être, ça peut être des questions sexuelles, ça peut être des problématiques de harcèlement. Enfin voilà, tout ce qui concerne et tout ce qui peut un petit peu gripper le moment de l'adolescence et on sait qu'il est compliqué. La Fondation des Hôpitaux, justement, soutient les projets concrets, des projets de prise en charge à destination des jeunes. Un exemple qui m'a particulièrement touchée, et c'est pour ça que je suis un petit peu émue quand j'en parle, c'est la Maison de Solène. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot ? Alors en fait, la Maison de Solène, c'est le projet qu'a porté Bernadette Chirac quand elle était présidente de la Fondation des Hôpitaux. Et justement parce qu'il n'y avait pas ces maisons des ados, en fait, il y avait une première qui émergeait au Havre. Et donc la Maison de Solène, ça a été vraiment la deuxième maison des ados. Et l'objectif, c'était d'apporter une réponse à tous ces jeunes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, notamment parce que à l'époque, la prise en charge était très coupé des familles, très coupé du monde et avec des hospitalisations. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et l'objectif de cette maison, c'était de pouvoir faire entrer la vie à l'hôpital. Et donc c'est comme ça que la Fondation des Hôpitaux est intervenue sur les premières maisons des adolescents. Et puis on a vu le succès que cette maison de Solène a connu. Et donc de fil en aiguille, la Fondation a continué à être financeur de ces maisons des ados, donc pour des constructions, des extensions, des activités, aussi des créations d'équipes mobiles. Donc on est un financeur parmi d'autres financeurs, parce qu'évidemment c'est porté par les pouvoirs publics, par les collectivités locales. Mais voilà, on est un des mécènes des maisons des ados et c'est une thématique depuis 20 ans qui nous tient extrêmement à cœur. On va aussi financer les services de pédiatrie, de pédopsychiatrie, tout ce qui concerne la santé mentale des ados. Mais ces dispositifs particulièrement, on y est très sensible parce que c'est une réponse en ville
de ville pour les adolescents sans avoir nécessairement besoin de passer par l'hôpital. Parce que parfois, on ne va pas bien et on n'est pas obligé d'aller à l'hôpital. On peut juste avoir une réponse de proximité. Oui, surtout quand on parle des adolescents, parce que finalement, ils sont confrontés à une situation qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Souvent, ils ne veulent pas en parler, ils ne savent pas comment en parler. Et donc là, ils peuvent aller librement, c'est un libre accès, hein, exactement, c'est ça, à la maison des ados, et puis se confier, c'est gratuit évidemment. C'est ça. C'est gratuit, ils peuvent pousser la porte sans rendez-vous et il y a une prise en charge qui se déclenche derrière, plus ou moins longue. Si effectivement il y a un vrai problème qui nécessite de voir une hospitalisation, il y aura une réorientation ou de voir des spécialistes, que sais-je, il y aura des réorientations. En tout cas, vous avez des professionnels qui ont plusieurs compétences au sein de ces maisons des ados qui, s'ils peuvent faire la prise en charge dans la maison des ados, la font. Et s'il y a une nécessité d'aller voir des spécialistes, réorienteront. Mais c'est pas médicalisé, la maison des ados? Non, la maison des ados, elle n'est pas médicalisée. En revanche, effectivement, c'est une prise en charge pour guider au mieux effectivement ces ados et aussi leur famille. Parce que lorsqu'on parle d'un adolescent, on parle aussi de l'entourage. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment ouvert aux enfants, mais aussi aux parents. Et on se rend compte que certains directeurs de maisons des ados nous le disent, que la moitié en fait des personnes qui poussent la porte d'une maison des ados, ce sont les parents, en réalité, qui viennent chercher de l'aide pour leurs enfants qui peut-être, eux, n'osent pas faire le premier pas. Alors, il y a les problèmes physiques qu'on peut avoir de l'ordre de la santé pure, où on demande à la fois des renseignements et puis aussi d'être guidé. Et puis, il y a les problèmes psychiques dont vous parliez, les problèmes de santé mentale. On en parle beaucoup en ce moment, notamment dans les cas de harcèlement. Est-ce qu'on voit aussi beaucoup d'ados venir pour échanger, pour parler et socialiser? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut lancer cette opération Parler Jeunesse, parce qu'en fait, ces problèmes psychiques, ils commencent à aller mieux dès lors qu'on commence à en parler. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse laisser penser aux ados qu'ils ne doivent pas en parler. Au contraire, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Ils ont le droit de dire tout. Ils ne sont pas seuls à vivre des problématiques dans leur coin. Tout le monde passe à un moment donné par des soucis et des réflexions qui sont un petit peu compliquées. Et donc, il faut qu'ils puissent en parler. Et effectivement, dans ces maisons des ados, ce sont des professionnels qui se tiennent aussi au goût du jour de l'actualité, qui se tiennent aussi au goût du jour des activités et de ce qu'aiment les adolescents. Par exemple, nous, on aide via l'association e-enfance à former les professionnels sur le numérique, parce qu'on sait qu'il y a énormément de problématiques de harcèlement numérique, d'addiction au numérique, etc. Et il faut que ces professionnels puissent être outillés pour pouvoir répondre aux ados. Et ces professionnels le réclament. Donc voilà, ce sont des gens qui sont vraiment experts sur la question de l'adolescence et tout ce qui concerne la vie des ados. Oui, et puis encore une fois, je reviens sur l'idée des parents, parce qu'on parle là de e-enfance et l'aspect numérique. La plupart des parents ne sont pas non plus du tout outillés pour pouvoir justement faire face à cette problématique. On leur parle de réseaux sociaux, ils sont complètement perdus. Tout à fait. Et les maisons des ados proposent également des ateliers pour les parents, une espèce de guidance parentale, c'est-à-dire que c'est dire aux parents, vous avez des vraies compétences, il n'y a aucune difficulté, on va vous expliquer ce qu'est en train de vivre votre ado et on va vous donner les clés pour pouvoir lui répondre au mieux et l'accompagner au mieux. Donc il y a vraiment cette notion d'accompagnement du jeune, mais aussi d'accompagnement de l'entourage. Donc le titre, c'est Parler Jeunesse, Parler EZ, c'est l'impératif. Ça. Vous le dites vous-même, on a des difficultés à parler quand on est adolescent, surtout au sein des familles, c'est assez compliqué. Entre amis, souvent peut-être la parole est plus libre, mais elle reste quand même restreinte. Ces portes ouvertes vont amener cela. Encore faut-il aller jusqu'à ces portes ouvertes. Comment fait-on pour pouvoir guider justement ces jeunes et leur dire, voilà, peut-être que tu vas trouver d'autres choses et qui vont te permettre peut-être après de pouvoir t'ouvrir? Alors déjà, on espère que cette première journée sera une première étape et on espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, en fait, ces maisons des ados, en fait, sur les territoires, bien souvent, elles sont assez connues. Encore une fois, il y en a une par département. Elles sont en général en cœur de ville. Elles sont plutôt situées à côté des établissements scolaires. Il y a des vrais liens qui sont faits avec l'éducation nationale, avec les mairies, avec tous ces points jeunesse où, en fait, ils savent se retrouver et trouver de l'information. Et puis, on a des maisons des ados qui sont sur les réseaux aussi. Et donc, de fil en aiguille, et puis parce que les ados parlent entre eux, ils finissent par connaître ces réponses et ces dispositifs-là.
Par contre, c'est pas très bien connu du grand public, des parents notamment. Et c'est vraiment là où on veut les mettre en lumière et on veut mettre en valeur ces dispositifs et ces maisons. Oui, parce que vous parlez de toutes ces effectivement maisons des ados qui existent sur le territoire français. Il y en a 126, c'est ça? C'est ça. 126. Quand on parle des grandes villes, on se doute bien que le lien est très rapidement fait, ne serait-ce qu'en termes de proximité avec les équipes médicales. Mais lorsqu'on est sur des territoires un peu plus reculés, on cherche déjà des médecins, on cherche souvent des infirmiers. Comment on peut justement être, comment la maison ou les maisons des adolescents peuvent être le premier endroit justement pour pouvoir guider au mieux? Alors ça, durant le Covid, on a énormément financé, ça existait déjà avant, mais en fait, il y a eu un vrai mouvement avec le Covid. On a énormément financé des unités mobiles, donc des vannes, des minibus, des bus entiers. Et en fait, ce sont des équipes des maisons des ados qui vont sillonner le territoire pour pouvoir aller à la rencontre, aller vers les jeunes qui sont dans leur ville, dans leur village, etc. Aller sur des lieux où on sait qu'on va retrouver les jeunes, soit parce que du coup, il y a des rendez-vous, soit on se pose sur la place de telle ville et on attend que les jeunes arrivent. Donc il y a énormément de dispositifs innovants qui ont été maintenus. Exactement, qui ont été maintenus. La Fondation a financé en fait tout ce qui concerne les équipements et puis ce sont les pouvoirs publics qui vont financer les ressources humaines de ces équipes mobiles notamment. Parce que parler de santé à des jeunes, souvent ils vous répondent mais attendez, j'ai pas les moyens, alors, ce n'est pas forcément par rapport à leurs parents, c'est leurs propres moyens. Déjà, ils n'arrivent pas forcément à s'alimenter comme ils le souhaitent. Toujours compliqué de pouvoir avoir des activités autour. Ils délaissent leur santé le plus souvent. Comment les sensibiliser à cela ? Eh ben, c'est vraiment, je pense, un travail de partenariat avec l'ensemble des professionnels qui ont affaire à ces jeunes. Donc, ça peut être l'école, la fac, enfin, après, ça va dépendre des tranches d'âge, mais l'école, voilà, les universités, les maisons des ados, les médecins. Et en fait, tous ces gens doivent pouvoir travailler en collaboration, en coordination pour apporter un maximum de réponses à ces jeunes. Alors, les portes ouvertes, qu'est-ce qu'on va y trouver? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, des ateliers de sensibilisation? Comment ça va se passer? Alors voilà, les maisons des ados qui sont participantes ont eu, ce que je disais, carte blanche. Donc on va avoir des conférences, des ateliers. On a notamment, alors je cite en exemple celle de Avon en Seine-et-Marne qui va faire des conférences sur la thématique de la sexualité et le cancer du papillomavirus avec toute une action de prévention. On va avoir d'autres maisons des ados qui vont faire ça sous forme de petits films, de jeux, des visites tout simplement. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de rendre accessible au plus grand nombre, aux professionnels aussi du territoire, pas uniquement aux parents et aux enfants, mais également aux autres professionnels qui agissent en faveur de la santé des enfants. Et peut-être aussi leur proposer, leur montrer quels sont leurs droits, parce que souvent, tous les citoyens de manière générale, mais les enfants, adolescents encore plus, ne connaissent pas leurs droits. C'est ça, exactement. Non, mais tout à fait. Savoir qu'effectivement, on peut avoir à disposition une médecine gratuite. Vous parliez de vaccination du papillomavirus. Il y a eu malheureusement une triste histoire d'un adolescent qui est mort suite au vaccin. On ne sait pas si le lien a été fait, mais en tout cas, c'était une réalité. Comment vous arrivez aujourd'hui à convaincre ces parents qui sont un peu réticents ? Alors ça, c'est vraiment plutôt le travail des maisons des ados et des professionnels de santé. Nous, la Fondation des hôpitaux, on peut pas on peut pas agir sur ce terrain-là. Mais encore une fois, on a affaire à des professionnels de santé, à des personnes qui sont expertes et qui savent convaincre et qui savent parler à ces familles pour pouvoir les rassurer et les amener vers le soin. Bon ben voilà, les portes ouvertes c'est demain. Ça se passe dans toutes les MDA ou pas? Alors 35 MDA pour cette première édition et on espère qu'on en aura plus les années suivantes. Peut-être 2-3 points, on va prendre des grandes villes. Paris, ça se passe où? Alors Paris, vous avez la Maison de Solène, vous avez la MDA, la Casado du 93, enfin il y en a plusieurs dans le 93, on a celle des Yvelines, celle de Seine-et-Marne, celle du Val-de-Marne, on a aussi celle du 95. On va voir la carte de toute façon, j'imagine, sur le site. Exactement, on repère, sur le site de la Fondation, vous avez tout, la carte interactive. On repère la maison la plus proche. Et puis surtout, la maison la plus proche, les portes ouvertes en tout cas. Et puis la maison des adolescents aussi, pour pouvoir y aller quand vous le souhaitez et pouvoir échanger avec les experts. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur ce plateau du Grand JT. Marion Sinali, vous êtes directrice générale de la Fondation des hôpitaux. On va tout de suite retrouver Emma Ferret pour sa chronique.
Emma, dans votre chronique, vous nous emmenez en Afrique du Sud où une réforme éducative fait beaucoup de bruit. Et oui, donner davantage d'autonomie aux établissements scolaires, c'est la volonté du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette loi, elle porte le nom de Bella Law pour Basic Education Law Amendment et a pour but de moderniser le système éducatif en le rendant plus équitable. Alors l'équité, c'est un vrai sujet en Afrique du Sud et à tous les niveaux, puisque c'est l'une des nations dont le coefficient de Gini est le plus élevé. Alors pour rappel, le coefficient de Gini, c'est l'indicateur qui analyse la variable entre les inégalités les plus fortes dans un pays, donc entre les plus riches et les plus pauvres. Et en Afrique du Sud, plus de 30 ans après l'apartheid, la race demeure un facteur clé de ces inégalités, notamment en raison de son impact sur l'éducation et le travail. Alors selon la Banque mondiale, l'ethnie jouerait sur près de 30% des inégalités à l'école. Sur le papier, cette loi elle est censée pallier ces inégalités. Alors en quoi, que prévoit-elle surtout et pourquoi elle fait polémique? Alors le premier point, il consiste à avancer l'âge obligatoire de scolarisation, renforcer l'encadrement de l'enseignement à domicile, ce qui est souvent le cas aussi dans certaines provinces, ou encore de pouvoir confier plus de pouvoir aux provinces afin de déterminer le nombre d'élèves inscrits à l'école, par exemple. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est le dernier point de ce texte qui coince parce que c'est la question de la langue. Et les provinces, donc, avec plus d'autonomie, elles pourront déterminer dans quelle langue les cours seront prodigués. Et c'est là que le bas blesse dans un pays multiculturaliste, multilingue et surtout marqué encore par l'apartheid du passé. Et oui, donc j'imagine que la gronde vient des leaders afrikaners. Eh oui, évidemment, les descendants des premiers colons dénoncent un acte d'agression. Ils prennent cette réforme comme une menace contre leur langue. L'afrikaans, c'est l'une des 12 langues officielles du pays, mais en réalité, seulement 11% de la population la considère comme une langue maternelle. Oui, on en revient donc à un point sensible de l'histoire du pays qui renvoie encore pour beaucoup à une langue symbole d'oppression, Emma. Oui, forcément, retour au combat de Nelson Mandela pour la fin de l'apartheid et à toutes ces populations opprimées et ces élèves qui n'avaient pas accès à l'enseignement car ils ne parlaient pas l'afrikaans. Alors ça a évidemment pendant longtemps ghettoisé encore un peu plus ces populations qui étaient parquées entre pauvres et noirs du passé, mais en fait finalement pas tant que ça. Parce que l'adoption de la Bella Law, elle a bien mobilisé le parti de l'Alliance démocratique qui est associé à la minorité blanche et le parti de l'Alliance démocratique qui accuse, elle, le parti présidentiel de Cyril Ramaphosa de s'en servir pour désengorger les écoles surpeuplées de certaines provinces. Et surtout, les opposants à cette loi, ils parviennent à diffuser leur propagande un peu partout, comme chez ce jeune homme. On doit réaliser ce qu'il se passe. Quand on dit que les politiques sud-africains sont payés en dollars et en euros, c'est exactement ce qui se passe avec cette loi. Vous essayez de vous battre pour nous influencer et ramener vos concepts ici, en Afrique du Sud, mais laissez l'éducation en dehors de ça. La loi Bella est similaire à cette loi américaine qui a été adoptée par le Sénat. Je ne sais plus comment ils l'appellent aux États-Unis, mais ça fait que les provinces sont en totale autonomie concernant l'éducation et apprennent ce qu'ils veulent aux enfants, comme par exemple leur montrer des contenus à caractère sexuel explicite. Alors là, ce dont il parle en réalité, ce sont des cours de désinformation, notamment sur les questions d'avortement et d'éducation à la vie affective et sexuelle, ou encore vis-à-vis des pouvoirs publics du parti présidentiel. Donc il y a maintenant des militants qui se chargent de débunker ces infos pour que les propagandes ne s'infiltrent pas trop dans la population. Mais ces conflits, ils agitent même jusqu'au sommet de l'État, où l'Alliance démocratique, elle a même menacé de quitter le gouvernement si la clause n'était pas modifiée. Mais ces tensions n'ont absolument pas empêché le président Ramaphosa de signer cette fameuse loi. Non, heureusement, l'Alliance démocratique a finalement reculé. La ministre de l'Éducation, en revanche, elle est issue des rangs de l'Alliance et elle s'est contentée de bouder. Elle a boycotté la cérémonie de signature et ça a évidemment bien enragé les syndicats enseignants. On imagine la même situation en France. Et le président a ouvert, lui, un dialogue pour moduler quelques petits points dans les 3 prochains mois. Mais j'avais envie de laisser la conclusion au rédacteur en chef adjoint du site News 24, qu'on peut retrouver dans le Courrier international. Alors, il s'appelle Peter Dutoit et il a déclaré « L'Alliance démocratique devrait réfléchir à 2 fois avant d'utiliser le nationalisme afrikaner pour définir le nationalisme africain. » Merci beaucoup Emma pour cette chronique. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. La prof de français que vous êtes, comment a-t-elle rencontré la littérature américaine ? C'est mon éditeur, en fait, qui a eu ce projet, justement, qui avait cette belle idée de nous associer tous les 3. Et moi, sinon, je connaissais un peu, bien sûr, les grands romans iconiques de la littérature américaine, mais pas plus que ça. Et donc, ça a été passionnant, absolument passionnant. Qu'est-ce que vous vous dites, dans un premier temps, en tant que spécialiste de la littérature française, en rencontrant cette littérature-là ? Ce que je me dis... Alors...
qu'il n'y en a pas une qui est plus grande, supérieure à l'autre. Hein. Pour moi, ça, c'est vraiment une fausse question. Hein. Déjà, deux auteurs français, est-ce que vous êtes capable de me dire, entre Zola et Flaubert, lequel est le plus grand? Enfin, c'est pas possible. Non, je rigole. Voilà. donc, pareil. Donc ça, pour moi, c'est une fausse question. Et non, oui, il y a un peu une spécificité de la littérature américaine quand même, une espèce de mélancolie qui sourd tout le long, je trouve. Hein. Un regret du projet américain, donc qui était la recherche d'un Éden. Vous savez, quand les pères pèlerins arrivent en 1620, en fait, donc ils fuient la répression anglicane en Angleterre et ils arrivent en Amérique pour fonder un nouveau paradis, pour fonder un nouvel Éden. Donc c'est merveilleux, c'est beau comme un Walt Disney. Et ça ne va pas durer. Ben oui, parce que les paradis sont faits pour être perdus. Quand on a lu Paul et Virginie, qui pour le coup est de la littérature française, on le sait. Voilà. Et donc, 2 siècles plus tard, dans le placard du paradis américain, il y a 3 cadavres. Il y a une nature ravagée, des Indiens massacrés et des Noirs réduits en esclavage. Et donc, c'est l'échec. 8 ans après, quel souvenir tu gardes justement, bon, t'es resté plusieurs années bien sûr, mais de cette première rentrée il y a 8 ans, alors qu'effectivement, c'était tout beau, c'était tout nouveau. Ça s'est passé comment, tu t'en souviens? On n'oublie pas ça. Bonjour, oui, merci beaucoup. Alors, je m'en souviens particulièrement, puisque initialement, j'étais censé aller dans un énorme lycée avec des centaines, peut-être même 1000 élèves. Et quand l'opportunité du lycée de Guermorin s'est présentée, j'ai évidemment sauté sur l'occasion et j'en garde un très bon souvenir. Je le referai si c'était à refaire. Et je vois la différence aujourd'hui dans mes études. J'ai fait une licence un peu dans la continuité de l'enseignement, on en parlera sûrement après, mais il nous a été dispensé pendant ces 3 années de lycée, et même mon master le continue encore, et je vois quand même cette différence-là et l'ouverture au monde que ça m'a apporté, notamment pour les questions que je me pose aujourd'hui, puisque je suis en train de commencer la rédaction d'un mémoire sur le rapport entre la culture et l'environnement, et vous doutez bien que dans un écosystème comme celui qui est Darwin, avec toutes les thématiques auxquelles il est confronté, c'est des sujets qui me portent depuis un moment. Donc oui, j'en cherche plutôt un bon souvenir. Est-ce qu'il y a une science ou des études derrière l'efficacité de l'apprentissage sous hypnose? Est-ce qu'il y a des preuves tangibles de l'efficacité de la méthode aujourd'hui? Alors, l'hypnose, c'est très, en fait, c'est les ressentis, c'est très subjectif. On sait aujourd'hui que beaucoup d'apprenants souffrent d'anxiété et de blocage à l'oral. Et l'hypnose, c'est un outil formidable parce qu'il va travailler sur la partie inconsciente, donc la partie invisible. Et on va pouvoir travailler sur ces dimensions neurologiques, cognitives, de ce que je vous disais précédemment, et émotionnelles. Surtout, l'idée, c'est de transformer ces émotions négatives en ressources très positives, ce qui va forcément aider à surmonter ces blocages psychologiques. Donc, reprendre confiance en soi. L'idée, c'est d'oser s'exprimer. J'ai envie de dire, peu importe le niveau, c'est de se lancer, en fait. Alors, il y a aussi la question de la réceptivité. Est-ce que n'importe qui peut être réceptif à ce mode d'apprentissage d'une langue, à l'hypnose? Alors, déjà, on sait que l'état hypnotique, c'est un état naturel, donc tout le monde est réceptif, puisqu'on est en état hypnotique plein de fois dans la journée. Lorsque vous regardez une émission télé, vous êtes au cinéma, vous êtes dans un état hypnotique. Donc, est-ce que je vais me laisser guider par une voix pour m'amener dans cet état d'hyperconcentration et du coup de grande relaxation? Alors, tout le monde peut être hypnotisable, bien évidemment. On parlait de Dashiell Hammett, inventeur du roman noir. La littérature américaine, elle exporte plutôt, enfin elle impose, j'allais dire, dans le monde entier des genres nouveaux. Donc il y a le roman noir, le roman policier, distinguons-les d'ailleurs, parce que c'est important. C'est fondamental. Ouais. Alors, donc le roman policier, déjà c'est Edgar Allan Poe qui l'a inventé, donc ça c'est pas rien. Et François Guérive, donc un de mes parrains dans cette bande dessinée, explique la différence entre les deux. Dans le roman policier, il y a un trouble au début du récit, et ce trouble va être résolu à la fin, et donc tout va bien, tout le monde est rassuré. Dans le roman noir, eh bien non, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude qui persiste. Ouais. Hein, voilà, il y a donc un roman noir un roman policier peut être un roman noir, mais un roman noir n'est pas forcément un roman policier. Exactement. Vous avez tout compris ? Voilà, vous avez tout compris. Et en plus, ce qui est très important, c'est que ce que dit François Guérive, c'est que dans le roman noir, la peinture sociale est tout autant importante que l'intrigue. C'est-à-dire que le roman noir, il est né des années 20 en Amérique, qui sont des de la Grande Dépression.
c'est les années de la Grande Dépression, c'est les années de toute la mafia qui naît de la prohibition de l'alcool en 1920. C'est les années d'une immigration un peu sauvage. Enfin, il y a énormément de problèmes aux États-Unis, de la corruption politique, etc. Ce sont vraiment des années très noires. Et ça, c'est le terreau d'où va naître cette plante ombreuse, vénéneuse, qu'est le roman noir. Nathalie, il y a différents profils d'apprentissage chez vos élèves. Déjà, quels sont-ils et comment est-ce que vous faites pour vous y adapter simultanément ? Oui, le principe de mixité et d'inclusion est important et fait partie des valeurs fortes qu'on souhaite défendre. Donc on a des profils d'élèves très diversifiés et c'est ça la richesse justement pour travailler aussi le vivre ensemble. Alors on a la chance d'avoir des petits effectifs, ce qui nous permet d'avoir une approche et un accompagnement très différencié en fonction des besoins des élèves. Quand je dis besoins, c'est pas forcément des difficultés parce que chaque élève a des besoins spécifiques, même les élèves qui ne présentent pas de difficultés scolaires ont aussi des besoins. Donc le fait d'être en petit effectif permet une relation pédagogique et une relation éducative très privilégiée et d'avoir une approche différenciée, c'est-à-dire de pouvoir travailler par projet, par besoin, en fonction avec des petits groupes. Donc on accompagne vraiment de façon étroite sur les 3 années les élèves à la fois sur leurs apprentissages et leur scolarité, mais aussi sur leurs projets professionnels et projets d'orientation. Célina, je me tourne effectivement maintenant vers vous. On a parlé de l'hypnose, de l'intelligence artificielle, du jeu aussi dans ces applications. Pour vous, ça vous change la vie par rapport aux méthodes traditionnelles que vous avez pu connaître il y a quelques années au lycée, au collège ou encore à l'école. Vous vous dites que si vous aviez eu Hypnolège, par exemple, ou une autre solution similaire au sein de votre cursus scolaire, ça vous aurait changé la vie et peut-être que vous seriez pas loin d'être bilingue, peut-être ? Alors oui, je pense que oui, parce que déjà en cours, on est souvent c'est des classes de 30, donc forcément on n'a pas l'occasion de tous parler constamment en classe, ce qui est normal, alors que là, pour le coup, avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des dialogues un peu quand on veut, qui nous corrigent directement quand on parle. Du coup, c'est une aide énorme, on va dire. Et même pour les conjugaisons, la grammaire, le fait de l'apprendre par les jeux, ça rend la manière un peu plus ludique, un peu plus amusante d'apprendre une autre langue. Voilà, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, c'est Saïd Mamou. Maquillage, Laure Edmond. Et Emma Ferré, Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. On se retrouve demain. Ciao.